De quoi il s'agit? Le programme sur les choses importantes, alors les choses qui ont influence à notre vie quotidienne. Je m'appelle Leszek Szymowski et je suis le journaliste investigatif en Pologne et bienvenue. La 58e session de la Commission des Nations Unies sur la population et le développement débutera la semaine prochaine à New York. Le thème, garantir une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tout âge. Cependant, la réunion a été dominée par des organisations promouvant les soi-disant droits reproductifs et sexuels, en particulier le Center for Reproductive Rights, le Centre pour les droits reproductifs. Il s'agit d'une des organisations les plus actives dans la lutte pour le droit à l'avortement. Lors de la consultation, elles ont notamment déclaré que l'accès universel à l'avortement était crucial dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Selon elles, le fait de pouvoir décider d'avoir des enfants permet aux femmes de mieux planifier leur vie professionnelle et personnelle, ce qui se traduit par une amélioration de leur situation économique et sanitaire. Le Centre for Reproductive Rights a critiqué à plusieurs reprises les lois pro-vie, soulignant leur impact négatif sur la santé et la vie des femmes. Curieusement, l'organisation considère même que les lois de certains pays d'Europe occidentale sont restrictives dans le contexte de l'avortement. Par exemple, le site web de l'organisation indique qu'aux Pays-Bas, seuls les médecins peuvent pratiquer des avortements. Avant l'intervention, ils doivent fournir à la femme enceinte des informations sur les alternatives à l'avortement. Bien que la femme enceinte doive se trouver dans une situation d'urgence, c'est elle qui décide si un avortement est nécessaire pour résoudre la situation. Le médecin doit s'assurer que la femme enceinte a pris volontairement cette décision, tenant compte de sa responsabilité pour la vie de l'enfant à naître. Selon la loi, le médecin ne peut procéder à l'intervention qui si celle-ci est justifiée sur la base de ces constatations. Aux Pays-Bas, la loi stipule que les avortements ne peuvent être pratiqués que dans un hôpital ou une clinique disposant d'une licence spéciale à cet effet. Des dispositions légales, telles que l'information de la femme sur les conséquences possibles de l'avortement sur sa santé ou le simple fait de s'assurer que la femme est sûre de sa décision de tuer l'enfant à naître et d'assumer la responsabilité de la vie de l'enfant à naître, selon cette organisation, sont restrictives. Le Centre pour les droits reproductifs appelle à la légalisation et à la dépénalisation complète de l'avortement dans tous les pays, quelle que soit leur loi nationale, en reconnaissant l'avortement comme un droit humain fondamental. Ces recommandations soulignent également la nécessité d'un moratoire sur l'utilisation des lois pénales relatives à l'avortement et de l'arrêt de toutes les enquêtes et poursuites à l'encontre des personnes pratiquant l'avortement. L'organisation demande également la mise en place d'une éducation sexuelle et l'accès à la contraception. La rêve du Centre for Reproductive Rights est que toute femme, à tout moment, même enceinte de 9 mois, puisse se faire avorter et que n'importe quelle personne, même rencontrée dans la rue, doive l'aider à le faire sous peine d'emprisonnement. Ces idées ne sont pas étayées par la recherche ou le droit international et sont même en contradiction avec ces dernières. L'avortement ne doit pas être encouragé comme méthode de planification familiale, comme le prévoit un certain nombre d'instruments de droit international. Il s'agit notamment du document final de la Conférence internationale sur la population et le développement adopté en Caire en 1994, paragraphe 8
comme 25. L'acte reconnaît également que les gouvernements doivent prendre des mesures appropriées pour aider les femmes à éviter l'avortement. L'objectif officiel de la réunion de New York est d'élaborer un traité qui sera contraignant pour tous les États membres de l'ONU. Or, presque tous les pays du monde appartiennent à l'ONU. Le seul problème, c'est que ce traité leur est imposé et que sa ratification par les parlements nationaux n'est pas prévue. Les gauchistes de l'ONU veulent donc imposer leur vision du monde à tous les pays et à tous les peuples sans leur demander leur avis. Je ne peux pas imaginer que cette législation puisse être imposée, par exemple, par la présidente russe Vladimir Poutine ou le président biélorusse Alexandre Loukachenko. L'Union européenne propose de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 99% d'ici à l'année 2040. Le nouvel objectif sera inclusif dans une modification de la loi européenne sur le climat qui fournit un cadre pour la réalisation de l'objectif juridiquement contraignant de l'Union européenne de parvenir à la neutralité carbone d'ici le milieu du siècle. L'Union européenne s'est déjà engagée à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre. L'Union s'est déjà engagée à réduire ses émissions nettes de 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Dans le cadre de ce plan, l'Union européenne souhaite que les États membres introduisent l'électricité, même dans les équipements militaires. Ainsi, si la législation entre en vigueur, les armées des pays européens devront utiliser des chars et des avions alimentés par l'énergie photovoltaïque sans carburant. Une telle idée n'a de chance d'assurer la sécurité des pays de l'European Union qu'en cas de guerre avec un agresseur qui utilisera lui aussi des chars alimentés à l'énergie solaire. Les autorités des pays européens disent qu'elles craignent surtout une agression armée de la part de la Russie. On peut affirmer avec certitude que la Russie n'utilise pas de chars à énergie solaire. On peut également prédire que les militaires russes n'abandonneront certainement pas les chars d'assaut ni les avions à carburant. Ainsi, si la guerre de l'Union européenne contre la Russie se déroule la nuit ou en hiver, il faudra espérer que le soleil brille plus longtemps pour alimenter les écrans photovoltaïques des chars européens. Mardi, l'Union européenne a voté de nouvelles règles pour le système européen d'échange des quotas d'émissions, ETC2, et les a entendus au secteur résidentiel. Les règlements adoptés à Bruxelles prévoient notamment l'installation obligatoire de panneaux photovoltaïques et l'interdiction des cuisinières à charbon. Tous ceux qui chauffent encore leur maison ou leur appartement au charbon et au gaz devront payer un supplément. Les taxes sur le carbone entrera en vigueur à partir de 2027. Le plan fait partie du programme de travail 2025 de la Commission européenne qui se concentre sur la compétitivité, la défense et la simplification des procédures administratives. Le coût de la nouvelle taxe dépendra du volume de carburant consommé et des taux fixés au niveau européen et national. Les montants exacts dépendront de la quantité de gaz ou de charbon consommé et des éventuels mécanismes de soutien aux consommateurs. Selon les calculs préliminaires des experts, un ménage émet environ 7 tonnes de dioxyde de carbone par an. Si une taxe européenne était introduite, le coût supplémentaire serait d'environ 35 € par an, soit environ 1,5 million d'euros par an.
300 euros par an, soit environ 3 euros par mois par chaque famille. Le premier ministre slovaque, Robert Fico, a protesté contre ces idées. Il a déclaré que son pays n'introduirait pas ces réglementations. Les autorités de Roumanie ont décidé d'arrêter Călin Georgescu. Georgescu a été sous les feux des projecteurs du monde entier lorsque la Cour suprême roumaine a annulé l'élection présidentielle dont Georgescu était le vainqueur. Finalement, Georgescu n'a pas été placé en détention. Toutefois, le bureau de procureur lui a interdit de quitter le pays et lui a demandé de se présenter à la police plusieurs fois par semaine. Călin Georgescu a été accusé d'une citation à la haine et de diffusion d'informations fausses et non scientifiques ayant influencé les résultats des élections. Les accusations portées contre Georgescu sont totalement aberrantes. Ces déclarations sur le fait que la Roumanie devrait rester à l'écart de la folle politique d'immigration de l'Europe ont été qualifiées d'incitation à la haine. Il s'agit de fausses informations qui, selon l'accusation roumaine, n'étaient pas étayées par des connaissances scientifiques. Pendant ce temps, Georgescu, dans ses déclarations lors de la campagne électorale, a parlé de l'incompétence du président et du gouvernement et a affirmé que leur politique conduirait la Roumanie à la faillite. Le langage de Georgescu n'était pas différent du discours des autres candidats à la présidence du pays. Alors, pourquoi le ministère public a-t-il décidé d'engager des poursuites pénales à son contraire? Tout porte à croire que c'est pour l'empêcher de se représenter aux élections. Les sondages effectués en Roumanie montrent que Georgescu aurait les meilleures chances de la réélection. En effet, Georgescu est un candidat anti-système qui a critiqué à plusieurs reprises, entre autres, les institutions soutenues par George Soros. L'affaire est importante car elle montre la direction que prend le monde dirigé par la gauche. Dans ce pays, seul un membre du système peut être élu président. Et si ce n'est pas le cas, son élection doit être annulée par la Cour suprême. L'exemple de Bucarest montre-nous que la même chose peut se produire dans n'importe quel pays. L'Union européenne se prépare donc à l'élimination des candidats conservateurs dont les idées sur l'État ne correspondent pas à la stratégie de la gauche. Il s'agit donc d'une démocratie uniquement pour les élus. Dobra, jedziemy dalej. Une nouvelle politique de sécurité est en train de naître dans le monde. Donald Trump tente de mettre fin à la guerre en Ukraine, mais il le fait de manière à ce que son pays, les États-Unis, en tire le plus grand bénéfice possible. Trump, qui est un homme d'affaires et un négociateur, construit pour l'instant une position de négociation pour les États-Unis. Il a annoncé qu'il souhaitait récupérer les quelques 500 milliards de dollars investis par les États-Unis dans l'aide à l'Ukraine. Il a exigé que l'Ukraine signe un accord qui donnerait aux entreprises américaines le contrôle des gisements de minéraux de terres rares. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a refusé de le signer. En réponse, Trump l'a qualifié de dictateur et l'a accusé de déclencher une guerre avec la Russie. Une nouvelle version de l'accord a déjà été signée par Zelensky. Selon l'accord, un fonds conjoint ukraino-américain chargé de l'exploitation des gisements de minéraux de terres rares doit être créé. La moitié des bénéfices tirés de la vente de métaux rares doit être reversée aux États-Unis. Le problème est que l'accord ne précise pas de quel gisement il s'agit. Une part importante des gisements de terres rares se trouve dans des zones occupées par les troupes russes. Pour les exploiter, il faudrait obtenir l'accord de la Russie. Or, il est difficile d'imaginer que la Russie y consentira. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, déclare déjà ouvertement que la Russie considère les zones occupées comme son territoire
et qu'elle ne sera d'accord avec personne sur ce qui s'y passait. L'accord de Kiev pourrait faire partie de la stratégie de négociation du président américain. Il pourrait accepter d'abandonner l'accord si Vladimir Poutine fait une offre plus favorable. Pour l'instant, Trump a annoncé que l'Ukraine pouvait oublier l'adhésion à l'OTAN. Cette décision plaît beaucoup à Moscou, qui veut considérer l'Ukraine comme sa sphère d'influence. Cependant, il y a probablement une autre raison à la décision de Trump. L'admission d'Ukraine au sein de l'OTAN nécessiterait d'entamer une coopération entre les services de renseignement de l'OTAN et ceux de l'Ukraine qui ont été construits sur la base du KGB ukrainien ou des anciens services soviétiques. Ces services sont fortement pénétrés par les services de renseignement russes. La récente arrestation par le contre-espionnage ukrainien d'un proche collaborateur du président Zelensky qui travaillait pour le FSB en est la preuve. Il convient de préciser que l'enjeu du jeu de Trump n'est pas l'Ukraine, mais le maintien de l'hégémonie américaine dans le monde. La position américaine est menacée par la Chine et affronter la Chine est le plus grand défi de la présidence de Trump. Pour atteindre cet objectif, la rupture de l'alliance de la Chine avec la Russie peut s'avérer cruciale. Trump souhaite que la Russie soit l'allié des États-Unis plutôt que de la Chine dans l'épreuve de force qui l'oppose à cette dernière. La coopération économique avec la Russie est censée garantir cet objectif. Toutefois, en échange du soutien des États-Unis dans la compétition avec la Chine, Vladimir Poutine pourrait exiger le contrôle de l'Ukraine et un affaiblissement de l'influence des États-Unis en Europe centrale et orientale. Pendant la campagne électorale, Trump a déclaré qu'il envisageait de retirer les États-Unis de l'OTAN, ce qui, à son tour, serait tout à fait dans l'intérêt de la Russie. Rien n'indique non plus que les hostilités sont sur le point de prendre fin. Les troupes russes progressent lentement vers l'ouest. Le président russe a officiellement annoncé en février 2022 que l'objectif de l'opération militaire spéciale était de s'emparer des 4 régions ukrainiennes de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye et Kherson. Il doutait qu'il accepte de faire la paix sans s'emparer complètement de ces oblasts. Dans ce grand jeu géopolitique, Donald Trump a décidé de faire un cadeau à l'intelligence russe. Il vient d'annoncer qu'il allait mettre en place une loi permettant à toute personne investissant 5 millions de dollars aux États-Unis d'obtenir la citoyenneté. C'est une perspective très attrayante pour les millionnaires russes qui auront la possibilité de devenir citoyens américains. Les liens entre les hommes d'affaires russes et les services secrets russes ne sont pas un secret. Les États-Unis seront donc ouverts aux personnes ayant des liens avec les services russes. Entre-temps, le minuscule État de Vanuatu a décidé de faire un cadeau aux services secrets chinois. En vertu d'un accord secret, le gouvernement de Vanuatu a décidé de délivrer des passeports aux citoyens chinois qui remplissent certaines conditions. Il s'agit d'un point important car un passeport du Vanuatu permet d'entrer son visa dans 134 pays du monde. Les espions chinois pourront ainsi voyager dans le monde entier en se faisant passer pour des citoyens du Vanuatu.